Yaorana, et bienvenue dans ce podcast de transmission des savoirs sacrés. Je suis Céline, je suis l'hôte de ce podcast. Je vais vous accompagner pendant ces quelques minutes ensemble autour d'un savoir sacré. Aux temps anciens, nous avions la possibilité d'aller à l'école. Et oui, ça nous rappelle quelque chose. Nous y apprenons à méditer, à rêver, à interpréter les rêves, à créer des signes, des symboles, à créer un langage hermétique. On savait soigner avec les plantes, on parlait aux animaux, aux planètes, aux astres. Nous prenions le temps d'observer, d'analyser, d'interpréter. Nous passions une grande partie de notre vie à performer un art, naviguer sur les mers, cultiver de la terre, construire un temple, utiliser les éléments pour créer des outils à forte valeur ajoutée. Je suis convaincue que si nous reprenions les savoirs sacrés, nous pourrions bâtir un monde meilleur. Si cela résonne, je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter. Cela soutient mon travail et surtout cela soutient Cercle de Présence, un cercle de transmission des savoirs sacrés. Allez, aujourd'hui, on va parler de la naissance. Donc, on va parler de l'axe dans les savoirs sacrés qui est relatif aux soins. La naissance, c'est un moment heureux en général, un moment de joie, un moment où un enfant vient au monde. J'ai une très forte pulsion, proposition, même si avec l'invisible, on a toujours l'impression que c'est un peu un ordre, mais on sait que c'est un ordre bienveillant, de vous parler de la naissance alors que nous sommes en pleine lune du Lion, Verseau, pleine lune du Verseau, pleine lune du Cerf. Pour moi, une pleine lune, c'est toujours les deux signes astrologiques en axe. Et c'est une pleine lune très très puissante puisque en Lion, il y a une conjonction entre Jupiter et le Soleil qui sont deux entités mythologiques, deux planètes bien sûr, enfin une étoile pour le Soleil et l'autre une planète, qui nous parlent de force créative, qui nous parlent de naissance. Zeus, Jupiter, c'est quand même un dieu qui a eu énormément d'enfants et qui est dans la création. Et le soleil est à l'origine de la naissance de notre système solaire. Donc pour moi, on a beaucoup la notion de naissance pendant cette pleine lune, alors qu'ensuite est en Verseau, puisque c'est un axe. Et le Verseau, pour moi, c'est à la fois le signe qui nous parle d'air et d'eau. Il s'appelle Verseau, donc il verse de l'eau, mais il est un signe d'air. Il est le signe 11 dans la roue astrale, donc le 11e cycle, 11e signe, je vais y arriver, 11e maison. Et il nous parle de 1 plus 1, donc deux unités qui forment un couple. Donc il y a naissance derrière ce signe astrologique. Et enfin, surtout, le Verseau est un signe d'air qui est très visionnaire et qui participe souvent à faire naître une société puisqu'il voit l'avenir bien plus que les autres signes. Il a une capacité à voir les autres dimensions du temps parce qu'il est en partie gouverné par Uranus, qui est le grand-père de Chronos. Et donc pour moi, je dis toujours que Uranus, c'est le maître des temps. Chronos, Saturne est le maître du temps et il est là pour nous apprendre des leçons et un rapport au karma. Uranus, il est là pour nous montrer qu'il existe plusieurs temporalités, plusieurs espaces temporels sur la planète Terre. Et donc, il nous fait naître à une conscience plus grande. En cette pleine lune, tout le monde parle beaucoup de destin qui change. Un destin qui change parce que le nœud nord passe en Verseau. Il était en Poisson pendant 18 mois, depuis début janvier 2025. Et pour moi, dès qu'on parle de destin, on parle de naissance, on parle de Maktoub. Je viens de terminer l'oracle du Maktoub qui va paraître l'année prochaine, normalement si tout va bien entre février et mars 2027. Je l'ai réalisé avec un magnifique calligraphe que je remercierai jamais assez déjà pour sa patience, son endurance, mais aussi sa connaissance. Je n'ai pas su assez en profiter. Il s'appelle Nafi Aki, il a un compte sur Instagram, il fait de la calligraphie, il est syrien, il a émigré aux États-Unis pour fuir la guerre quand il était petit. Il a reçu, alors petit ado, il avait une dizaine d'années, il a quand même reçu des enseignements à l'école de Damas, donc pour moi c'est un des Graals, parce que j'estime que Damas est une des plus belles écoles de la langue arabe, et il est voilà, calligraphe syrien. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, on a tous les deux beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est le destin et est-ce qu'il est écrit à la naissance. Allez, on rentre dans le sujet.
est-ce que j'ai choisi de venir sur Terre? Avez-vous choisi de venir sur Terre? Êtes-vous venu en traînant les pieds, en refusant, en bougonnant, ou êtes venu tout content, premier de la classe, avec la joie de vivre et l'envie d'être là? Nous pouvons le voir à travers plusieurs outils. Comment s'est déroulée votre naissance, votre roue astrale, votre corps, mais aussi vos croyances qui sont plus ou moins limitantes. Allez, on en parle tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire choisir de venir sur Terre? Ça veut dire que l'on choisit de s'incarner, on choisit de prendre chair, on choisit de utiliser une enveloppe charnelle pour venir expérimenter avec le sens et l'essence. Le sens, c'est quoi le sens de la vie? On entend je n'ai sens, donc je nais au sens, je mets mon nez, donc mon souffle vital, au service du sens, et je mets mon nez de Cléopâtre au service des sens, les 5 sens. Bien sûr, on nous dit qu'il y a 5 sens, mais en fait, il y en aurait 9. Et pour moi, dans l'approche chamanique et énergétique, tout est sens, tout fait sens. La question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de filtrer? Qu'est-ce qu'on choisit de garder comme sens et comme essence pour justement naître au monde et être au monde? Premier outil pour savoir si vous êtes venu de votre plein gré sur Terre, c'est la manière dont se passe votre naissance. Donc, premier élément, c'est pas forcément facile en fonction de la famille dans laquelle on est de parler du moment de la conception à nos parents, mais c'est important. Dans la majorité des cas, les enfants sont désirés, sont planifiés, sont programmés, sont attendus. Un élément qui marque la volonté de faire un enfant, on va dire de manière assez traditionnelle, c'est le mariage avec une naissance d'un enfant dans la première ou la deuxième année de mariage, en fonction de comment le corps se met en route, mais aussi en comment les parents décident de vivre leur première année de mariage, ce qu'on appelle la lune de miel. Au Brésil, on dit aussi tuer le chat, donc c'est la première année où le couple apprend à se connaître et va donc parler de ses démons pour mettre en place, entre guillemets, un fond en commun afin d'accueillir un enfant. Bien sûr, c'est la manière traditionnelle. Aujourd'hui, j'ai vu une infographie pas plus tard qu'hier, créée par une chercheuse ou un chercheur, je ne sais plus, qui utilisait l'EIA pour montrer comment la vie de couple s'organisait et quelle était la différence entre les années 70 et les années 2020, enfin 2010-2020. Puisqu'on est quand même sur des couples âgés, donc c'est forcément des personnes qui se mettent en couple dans les années 90 ou 2000 pour avoir 20 ans de couple aujourd'hui en 2026. Eh bien, ce qui était la grosse différence, c'est que, surtout sur la société française, c'était une étude française, c'est qu'il n'y avait plus le mariage comme avant, c'est-à-dire que déjà il y a une diversification de la manière de se mettre en couple au niveau légal, donc le PACS, le bien commun, le régime en commun, le concubinage, le mariage classique, civil, le mariage religieux. Et en fait, beaucoup de couples aujourd'hui font un enfant avant de se marier. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans la société tahitienne, où il y a souvent les enfants qui arrivent très vite dans la vie de couple pour, entre guillemets, souder le couple et lui donner une vie. C'est vraiment ce que mes amis m'ont dit, tahitiens, on peut me dire. Donc voilà, je partage cette connaissance de ce que j'ai pu apprendre sur place. Je ne dis pas qu'elle est absolue. Et ensuite, il y a souvent mariage quand les enfants ont 5 ans, 7 ans, sont un peu plus âgés. Donc c'est une manière aussi de comprendre que notre naissance a un sens au regard de nos parents. Et c'est important de comprendre d'où vient ce sens. Est-ce qu'il est traditionnel? Est-ce qu'il est répétition? Est-ce qu'il est devoir de faire un garçon, par exemple? C'est important de comprendre que certains parents sont formés, structurés par le fait de faire un héritier. Donc voilà, c'est sans jugement, ce sont des éléments qui donnent vie à votre naissance. Il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est le temps de conception. Donc est-ce que les parents ont eu des difficultés à
faire l'enfant, à avoir l'enfant, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. Ça peut être révélateur d'une difficulté à se projeter dans la parentalité, tout simplement du corps qui n'a pas envie ou qui met plus de temps à se mettre en route qu'un autre corps, qui va être, on va dire, plus fécond, plus fertile. Et puis, ça va être aussi important de comprendre si cette stérilité passagère peut provoquer des fausses couches. Et donc, s'il y a plusieurs tentatives d'avoir un enfant avant la réelle grossesse, c'est-à-dire qui arrive à se déclencher et à rester et à donner naissance. Ça, c'est un élément qui peut aussi faire comprendre si vous avez voulu être là ou pas là. Parce qu'en fait, toute naissance, toute création de ce corps de vie va être révélateur à la fois d'une volonté des parents, mais aussi de votre volonté à vous. Autre élément important, et ça c'est une manière de répondre à la question de beaucoup de personnes qui font de la thérapie énergétique, qui viennent me voir en séance et qui me posent la question de est-ce que j'ai un jumeau qui serait mort dans mon utérus, enfin dans l'utérus pardon de ma mère, pas le mien. Et donc pourquoi est-ce que j'ai ce manque? Voilà. Donc a priori les grossesses jumellaires c'est 1 sur 10 à 1 sur 15, ça dépend là encore des statistiques. Je parle sous contrôle des statistiques. Il y a, soyons clairs, une grande illusion là-dedans. Beaucoup de personnes qui sont venues me consulter espèrent avoir un jumeau, donc avoir eu cette grossesse gémellaire et avoir donc perdu un frère ou une sœur pour pouvoir justifier en fait une volonté de ne pas vouloir vivre, parce qu'en fait souvent ce qui se passe c'est quand on a comme ça effectivement un frère ou une sœur dans dans l'utérus de notre mère quand on est prêt à venir sur Terre, parce qu'a priori, si on a choisi de s'incarner, c'est que pour le coup, on est prêt sur Terre. On ne sait pas si on est OK ou pas OK avec le fait, mais voilà, on y est. On est dans la fusée. Eh bien, on va avoir, entre guillemets, une culpabilité parce qu'on sait qu'un enfant est mort en même temps que nous, on a choisi la vie. Ce qui est important sur cet aspect gémellaire pour déterminer s'il est réel ou complètement illusoire, c'est est-ce qu'il y a déjà des jumeaux dans la famille, sachant qu'une des règles, là aussi, je parle sous contrôle de la science, mais ce qui est observable et ce que l'on sait, c'est que souvent le jumeau saute une génération. Donc si votre grand-mère a fait des jumeaux, ce ne sera pas votre père qui va faire des jumeaux, mais ce sera vous. Donc c'est voilà, c'est grosso modo, là encore, la majorité des cas. Je vous parle de la majorité des cas. Je ne parle pas de la minorité des cas, mais voilà, il y a des cas où il y a des jumeaux à chaque génération. Ce n'est pas la majorité des cas. Il y a des cas où il n'y a pas du tout de jumeaux et tout d'un coup, il y a des jumeaux qui arrivent. Ça, c'est parce que souvent, il y a des jumeaux qui ont été cachés et qui n'ont... Il y a souvent une explication quand même génétique, en tout cas générationnelle, dans la naissance gémellaire. Mais s'il n'y a pas donc de jumeaux, je ne vais pas vous dire tout de suite, ah, vous êtes dans l'illusion de... C'est que peut-être votre mère et père ont vécu des fausses couches, donc une difficulté à vous concevoir. Et dans ces cas-là, s'il y a par exemple fausse couche et que vous arrivez dans les 9 mois, allez, parfois 12 mois qui suivent, vous avez l'impression d'être un jumeau. Ce qui permet du coup d'expliquer aussi pourquoi beaucoup pensent qu'ils ont un jumeau alors qu'ils n'en ont pas. C'est souvent s'ils ont une fratrie avec un enfant de moins de 18 mois à côté d'eux, d'écart. Donc ça veut dire que si vous avez un frère ou une sœur et vous avez à peu près 18 mois à jusqu'à 2 ans, ça pareil, ça dépend un petit peu des placements, de pas mal de choses dans la fratrie. Il faut aller dans le détail pour pouvoir vraiment déterminer cet aspect gémellaire. Mais souvent, voilà, quand vous avez un frère ou une sœur avec 18 mois d'écart, vous êtes un jumeau. Donc ça va expliquer aussi ce rapport à la jumeau. Pourquoi c'est important de poser la question de la gémellité dans la naissance? Parce qu'en fait, souvent on se motive à venir à deux. Et donc s'il y en a un qui part avant, ou s'il y en a un qui s'incarne avant nous, ou si au contraire on avait prévu de venir en séparer, par exemple avec 18 mois d'écart, et qu'on arrive les deux en même temps, ça arrive ça aussi, et bien ça va bouleverser les mémoires d'incarnation, et ça va bouleverser aussi le pourquoi on est venu, et faire comprendre qu'est-ce qui nous a motivés à venir. Et en fait, le fait souvent d'avoir un jumeau incarné avec nous, c'est une manière effectivement d'apprendre notre identité. On a accepté de venir sur Terre pour apprendre cette identité, pour traverser l'enseignement par exemple du Gémeaux. Ce qui va me permettre aussi de parler tout de suite de la naissance au regard de la gémelléité et notamment la gémelléité de cœur, la fameuse âme sœur ou flamme jumelle. Alors je vais tout de suite le dire de manière très simple, la flamme jumelle pour moi est une ineptie, c'est une grosse arnaque.
Il faut faire très attention à ce qu'on vous dit sur la flamme jumelle. Et on vous fait croire beaucoup de choses sur ce parcours qui déjà, quand on écoute l'histoire, est complètement malsaine et toxique. Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de vous dire que oui, vous pouvez ne pas avoir un jumeau d'âme, de fréquence, de vibration, est une expérience inexistante. Par contre, la manière dont on nous la raconte, et si elle vous met dans un état de dépendance ou dans un état d'attente vis-à-vis de quelqu'un, là, pour moi, il y a danger. On n'est pas venu vivre cet état d'attente ou de souffrance à l'égard d'un partenaire. L'amour, c'est censé être simple, réciproque et respecté et respectable. Et si vous venez vivre donc, cette typologie de relation qui est la relation aux jumeaux, donc à mon alter ego, c'est tout d'abord, en premier lieu, avant de vous poser la question de l'amour, tout ce que ça vous apprend sur vous. Tant que vous n'aurez pas bien nettoyé toutes les maisons qui vont vous permettre de vous aligner sur qui vous êtes, vous aligner sur vos qualités, sur pourquoi vous êtes né, qu'est-ce qui vous a fait venir sur Terre, vous foutez de côté la question de l'âme sœur, la flamme jumelle. Ensuite, quand on a commencé à être aligné, donc à avoir réalisé ce travail d'écoute de soi, d'écoute de son corps et juste de paix vis-à-vis de soi-même, là, la relation de flamme jumelle, donc quelqu'un avec qui on peut vibrer une même mission de vie, peut être intéressante à vivre. Et bien sûr, peut motiver notre naissance. Allez, maintenant, on va poser la question de pourquoi on vient sur Terre? Qu'est-ce que c'est cette idée? Pourquoi venons-nous sur Terre? Ça va permettre de répondre à la question de est-ce que je suis venue volontairement ou pas volontairement sur Terre? Donc déjà, bon, si on vient pour moi venir sur Terre, la réponse qui est simple, c'est I am, je suis venu vivre, je suis venu être, je suis venu naître. Donc je suis venu vivre cette expérience remplie de sens, remplie d'essence, donc sentir, humer, écouter, goûter, toucher, mais aussi comprendre par le cœur, capter l'invisible, ressentir des choses qui me dépassent. L'incarnation sur Terre, c'est l'expérience du sens, de l'essence et de naître à ses sens, tout simplement. Maintenant, pourquoi on est venu sur Terre et est-ce qu'on sait si on est venu sur Terre ou pas volontairement? L'autre manière de répondre à cette question, c'est on est venu sur Terre pour apprendre et pour apprendre la diversité des expériences sur Terre. Mais ça ne veut pas dire qu'on vient apprendre en étant soumis à un maître, même si on est soumis à l'univers, s'il nous impose des lois de fonctionnement, la loi de gravité, la loi de la chair. On a une enveloppe qui est déterminée et qui va nous porter pendant un certain temps de vie avec ses limites. Donc on va apprendre à accepter qu'on est dans cette enveloppe de chair. Je dis toujours, quand les personnes veulent absolument guérir quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas guérissables. Elles ne sont pas là pour être réparées, elles sont juste là pour être vécues, traversées. Vous naissez avec un bras coupé, vous allez rester avec, toute votre vie avec ce bras coupé. Ça ne veut pas dire que ce sera agréable pour vous, mais c'est ce que vous êtes venu vivre. Donc quand vous naissez avec par exemple une anxiété qui vient de votre grand-mère et que ça va vous suivre pendant toute votre vie, vous allez juste apprendre à vivre avec l'anxiété de votre grand-mère, puisque votre grand-mère, elle a peut-être vécu un trauma. Donc une des raisons de pourquoi on vient sur Terre, c'est pour faire sens sur déjà ce qui a été vécu par rapport aux générations précédentes, et de comprendre, ou en tout cas de participer, parce qu'on ne peut clairement pas tout comprendre en étant vivant le temps de cette vie, mais en tout cas de participer à une compréhension intangible, invisible, qui forme l'ensemble des expériences humaines. Et ça, rien que de se dire que l'on participe à cette création de sens, à être cette goutte qui tombe dans l'océan, et comme dit Mère Teresa, s'il n'y a pas cette goutte, l'océan n'est pas pareil, c'est vraiment de comprendre pourquoi on est venu sur Terre. Maintenant, autre manière de savoir est-ce qu'on a voulu ou pas vouloir, pas vouloir, moi pas vouloir venir sur Terre. Donc on a parlé de la naissance, comment ça se passe, quels sont les éléments qui permettent de savoir si oui ou non vous êtes venu sur Terre. Maintenant on va parler du corps.
le corps permet effectivement de savoir si vous êtes venu ou pas. Et alors, contrairement à ce que l'on peut croire et qui est une croyance très limitante et que je pose tout de suite, c'est pas parce qu'on a un mauvais corps qu'on n'a pas voulu venir sur Terre. Au contraire, souvent les personnes qui sont donc avec des handicaps lourds, qu'ils soient moteurs ou psychomoteurs, viennent volontairement, sont souvent celles qui ont beaucoup plus de volonté à venir sur Terre, parce qu'elles ont compris quelque chose sur le corps dans l'expérience totale de la vie sur Terre. J'aime pas parler de vie antérieure, parce que pour moi, la vie antérieure, c'est nous limiter à une série de vies, alors qu'en fait, la vie antérieure, c'est l'ensemble de la génétique, l'ensemble de la mémoire humaine. Donc, elles sont, entre guillemets, dans l'ensemble de ces mémoires humaines, étaient dans le rayon de la bibliothèque où on a le rayon corps. Hein. Imaginez une grande bibliothèque sacrée, il y a un rayon corps, cette personne, elles ont lu tous les bouquins, ou en tout cas une très grande partie des bouquins du rayon sur le corps, et elles disent, ok, moi je suis passionnée par ce rayon-là, c'est celui qui me plaît, et je vais aller au bout de mon expérience et donc m'incarner avec de l'handicap. Souvent, le corps handicapé est un révélateur de pourquoi on vient. Donc maintenant, en dehors de l'handicap, parce que ça correspond quand même, ça représente une minorité de notre population, comment détecter de manière simple si vous avez voulu naître ou pas sur Terre. Bon, vous allez peut-être deviner en filigrane, moi, quelle est ma posture à l'égard de l'incarnation. Vu comment je bug sur certains mots, ça va être facile de lire en filigrane, mais promis, je vous le dis en fin de vidéo. Le nombril. Comment votre nombril est positionné? Alors non, on ne va pas en vouloir à l'infirmière ou au docteur qui a coupé le cordon et qui s'est planté, qui a foiré ou qui a très bien fait son job ou qui était un esthète du coupure et qui vous a fait un magnifique nombril. Oui, bien sûr, c'est important. Mais justement, puisqu'il a été là ou elle a été là et qu'elle a joué un rôle sur la forme de votre nombril, eh bien ça peut déterminer si vous êtes venu ou pas volontairement. Donc on regarde déjà votre nombril. On regarde ensuite votre ventre. Et oui, le ventre, c'est très important dans le rapport à la naissance. Et en fait, il y a une manière de lire la forme du ventre. Est-ce qu'elle est assise, pas assise, cette forme du ventre? Est-ce qu'elle est enveloppée, pas enveloppante? Est-ce qu'elle est ferme, pas ferme? Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir de la ceinture abdominale. Abdominable. Je vais pas arriver à le dire. Bon, on a compris que avoir trop de poids au niveau du ventre, c'est pas hyper bon pour la santé, selon moi. Maintenant, moi, je regarde, peu importe si justement la personne a beaucoup de ventre, je vais aller regarder en fait la forme du ventre, son rapport au diaphragme, au bassin. Et là, en fait, on peut aussi savoir, parce qu'en fait, le ventre, c'est le cœur de l'univers, c'est aussi notre cerveau émotionnel, c'est là où il y a le siège quand même de énormément d'organes de vie et de digestion, hors le cœur. Et donc, on a pour moi les 5 majeurs dans notre ventre. On a le foie, on a le pancréas, on a la rate, on a l'intestin et on a l'appendice qui est très importante à mes yeux. Et l'intestin, je mets intestin grêle et gros intestin ensemble. Vous entendez bien que je n'ai pas mis dedans la vessie, les reins, et si j'ai mis la rate, les surrénales. Par contre, la vésicule biliaire, pour moi, va dans le combo foie. Hein. Voilà. Il n'y a pas les poumons, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas la thyroïde. Alors, ce n'est pas des organes, la thyroïde, ce sont des glandes. Mais pour moi, ce sont des éléments qui constituent en fait la création de notre corps. Et en fait, quand on regarde donc, le ventre, deuxième élément, c'est une manière de savoir ce que vous exprimez sur votre rapport à l'émotion sur Terre. Et donc, comment les 5 majeurs sont distribués, la position du diaphragme permet de savoir ce que vous avez vécu avant de venir sur Terre. Et ça permet aussi du coup de raconter votre évolution sur votre position initiale et où est-ce que vous en êtes dans votre incarnation. Parce qu'on peut ne pas avoir voulu venir sur Terre et tout d'un coup s'apercevoir qu'on kiffe la life, ou on peut avoir voulu vraiment venir sur Terre et tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a plus d'épreuves que ce qu'on pensait. Le groupe sanguin aussi est un élément de matière à donner pour comprendre si vous êtes venu ou pas sur Terre volontairement ou pas volontairement. Ça, c'est... Voilà, et j'arrête pas d'entendre en clignotant, donc je ne le savais pas, mais ils me le disent en moment où je vous le... en fait, votre relation à des minéraux.
Et donc, c'est une manière aussi de comprendre votre rapport à la terre. Donc, si vous avez certaines carences, le fer, le zinc, le calcium, le magnésium qui se répètent dans votre vie, ça va être un révélateur, là encore, de est-ce que vous avez voulu ou pas voulu venir sur Terre. Ensuite, pour moi, et je vais m'appuyer donc sur un ouvrage que j'aime, enfin des ouvrages que j'aime beaucoup, et une approche de la constitution énergétique de chacun d'entre nous, qui est celle de Lise Bourbeau, même si elle le dit elle-même, il y a aussi des limites, parce que, et moi, pour moi, il y a une limite. C'est merveilleux ce qu'elle a proposé sur les 5 blessures de l'âme, avec notamment une forme du corps qui explique votre blessure de l'âme. Là où je trouve qu'il y a une limite, c'est qu'elle en donne que 5, alors qu'en fait, si on est en énergie de manière puriste, soit il n'y en a qu'une, qui serait la séparation, et donc dès qu'on sépare, on crée du mal, en fait. Donc, pourquoi 5? Après 5, c'est hyper résonnant par rapport à la numérologie. Et en fait, pour moi, en tant que chaman, médium, personne qui est connectée à l'invisible et qui reçoit des personnes depuis plus de 10 ans, presque, non pas encore, ouais, c'est juste de fêter mes 10 ans, je trouve qu'il y a des blessures de l'âme, il y a des blessures de corps, il y a des blessures d'esprit, et il y a des blessures qu'elle n'aborde pas, qui sont très importantes justement à aborder. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle a proposé déjà son travail est colossal, elle a une vraie empreinte sur notre manière d'amener justement la guérison, et elle a proposé des manières de guérir. Et en fait, c'est pareil, outre le ventre dont je vous ai parlé, et le nombril, et votre groupe sanguin, et les minéraux, dans votre corps, donc a priori surtout sur certains nexus du corps, on va aussi pouvoir aller lire s'il y a une blessure d'incarnation. C'est pour ça que je parle d'elle. Donc moi, ce que j'appelle la blessure d'incarnation, c'est de détecter le fait que on n'a pas voulu venir sur Terre. Donc ça, par exemple, en astrologie, mais on va reparler de l'astrologie après, c'est les placements en bélier. Et donc les placements en bélier, c'est le bouc, hein, le bélier, il a les cornes. Et donc un des éléments importants du bouc, c'est son cou. Et notamment, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est cette os, vous savez, qui sort un peu plus dans notre cou. Donc là, quand on l'observe en tant que thérapeute, on va savoir tout ce qui est cervelet va permettre aussi de détecter notre positionnement, surtout dans la fratrie, dans la famille, l'intergénérationnel, et donc va nous permettre aussi de savoir comment s'est passée notre relation à la naissance dans la famille. Et donc c'est vrai que par exemple, on peut faire un travail avec un ostéopathe pour pouvoir apaiser des mémoires de naissance. Mais de toute façon, d'une manière générale, s'il y a eu des naissances douloureuses, donc avec par exemple césarienne, alors ça c'est une grosse question et je pense que vous allez me poser. Bien sûr que césarienne, ce serait peut-être un indicateur de vous n'êtes pas peut-être voulu venir sur Terre, mais si vous avez eu une césarienne programmée, que votre mère était en complète harmonie avec le fait de faire une césarienne, ou que c'est la culture de la césarienne dans votre société, je pense par exemple au Maroc, ça ne va pas être le même élément d'information qu'une césarienne qui arrive parce que il y a une maladie, il y a un accident, où il y a quelque chose qui se passe pendant la naissance qui fait que... Donc non, la césarienne n'est pas forcément un indicateur de vous n'allez pas vouloir venir sur Terre. Mais oui, par contre, le fait, par exemple, de naître avec césarienne va demander de travailler sur le corps de naissance et notamment certains, ce que j'appelle moi les nexus de naissance dans votre corps, donc des amas osseux qui vont, là encore, nous révéler comment vous vivez votre rapport à la naissance. Allez, troisième outil, on y va, l'astrologie. Alors, est-ce que j'ai choisi de venir sur Terre? Eh bien, allons demander à votre thème astral comment ça se passe, votre naissance sur Terre. Avez-vous voulu venir sur Terre? Quand on est astrologue et qu'une personne nous pose la question de pourquoi je suis venue sur Terre et comment ça se fait que j'ai l'impression de ne pas avoir envie d'être là, on va aller regarder un certain nombre d'indicateurs qui va lui permettre non pas de trouver la réponse, mais peut-être d'éclairer ses croyances. C'est ça le job de l'astrologue. Alors quand je suis face à la problématique de est-ce que j'ai été destinée à naître? Est-ce que je suis vraiment venue sur Terre volontairement? Et ensuite la question de pourquoi je suis venue. Alors déjà, est-ce que j'étais un kamikaze? Est-ce que j'étais au rang des volontaires désignés ou est-ce que j'étais un des premiers volontaires? Donc en tant qu'astrologue, on va regarder donc la roue astrale. Je suis désolée, moi je l'appelle plus que thème astral, j'appelle roue astrale, puisque pour moi,
le thème astral est trop figé dans la manière dont on le voit et dont on l'interprète. Quand on est chaman médium connecté, pour moi, la roue astrale, donc la roue des étoiles, est quelque chose de vivant et qui nous envoie des informations et qui, même si elle est effectivement figée et qu'elle permet une bonne connaissance de votre personnalité, de ce que vous venez vivre sur Terre, elle va vivre au cours de votre vie. C'est pour ça que je recommande de faire des lectures de son thème astral à plusieurs moments dans sa vie et pas forcément avec le même astrologue. Tout simplement parce qu'en fait, chaque astrologue, son job, c'est de raconter des histoires, c'est de vous éclairer dans une connaissance de ce qu'il ressent des astres, et que quand on lit un thème astral, moi, la première fois que j'ai eu une lecture dans mon thème astral, j'avais 20 ans, il n'y a pas les mêmes placements planétaires que quand j'en ai 45, 25 ans après. Les étoiles ont vécu des choses, les planètes ont vécu des choses, l'humanité a vécu des choses, donc nous n'avons pas du tout la même manière d'interpréter les énergies, mais aussi la connaissance des astres, puisqu'elles ont évolué depuis 25 ans. L'astrologie est une science, alors une pseudo-science si vous voulez. C'est une des pseudo-sciences quand même les plus puissantes au monde, et elle peut donner beaucoup de lumière et d'éclairage sur qui on est. Maintenant, en tant qu'astrologue, pour savoir comment ça se passe, votre volonté à venir sur Terre, donc est-ce que je suis venue volontairement sur Terre ou pas, je vais aller regarder personnellement donc, ce qui se passe dans la maison 1. Donc déjà voir sa taille, est-ce qu'il y a plusieurs signes ou pas dans cette... quels sont les signes qui sont dans cette maison 1? Alors bien sûr, ceux qui vont vraiment nous parler de rapports conflictuels ou en tout cas en tension avec la naissance, c'est tout ce qui est bélier. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez un soleil en bélier ou un ascendant en bélier ou une lune en bélier, vous êtes en lutte avec votre identité. Mais en tout cas, on peut savoir pas mal de choses sur votre rapport à la naissance et votre rapport à l'identité. Alors un autre élément, par exemple, auquel on ne pense pas, c'est de regarder si le bélier est en maison 8. Parce qu'en fait, la maison 8, c'est la maison de la renaissance, de la résurrection, de la mort. Donc si le bélier est dans la maison donc, du scorpion, c'est qu'a priori, il aime bien vivre ou mourir, vivre ou survivre, comme nous dit Daniel Balavoine. Il veut mourir sur scène, comme dirait Dalida. Alors, il veut plutôt mourir sur la vie, enfin, il veut passer son temps à mourir, parce qu'il a une expression très forte de la volonté scorpiale de naître, renaître, mourir, revivre, etc. Donc, bien sûr, un scorpion, donc un ascendant scorpion, peut être aussi un élément d'interprétation sur votre naissance, mais pas que, parce que le corps scorpion, il peut tout à fait ne pas en avoir. Il peut en avoir rien à foutre de son aspect de résurrection. Je veux dire, il y a énormément de parts du scorpion qui est juste là pour faire du plaisir, pour charismater, pour manipuler. Donc, s'il n'a pas envie de... c'est ce qui explique aussi la diversité des profils dans chaque signe du zodiaque. C'est qu'on peut venir vraiment vivre qu'une fractale du profil astrologique de la constellation. Et il faut se rappeler que les constellations, elles sont là depuis la création du monde, qu'on les interprète depuis les Sumériens, donc ça fait à peu près une dizaine de siècles, je dis pas de bêtises, et qu'on a mis des couches et des couches et des couches, sachant qu'on parle des Sumériens comme des maîtres de l'astrologie, et je suis assez persuadée qu'ils sont quand même les Chaldéens sont les auteurs de l'astrologie. Mais il y a de l'astrologie partout dans le monde, chez les Polynésiens, chez les Amérindiens, chez les Chinois, chez les Grecs, chez les mythologies. Enfin voilà, il y a vraiment un héritage très dense de la mythologie, ce qui va aussi expliquer pourquoi on a une densité de personnalités et que si on est, par exemple, des triplés qui sont tous les trois scorpions, pour revenir sur mon exemple, les trois personnes vont peut-être incarner une des fractales de l'énergie du scorpion. C'est pour dire que l'énergie du scorpion en maison 1 peut nous parler d'un rapport, en tout cas, à l'identité qui est dans la naissance et la renaissance. Donc ça veut dire que si on pose aussi la question de la naissance et la renaissance avec l'as du scorpion, ça veut aussi dire qu'on peut s'intéresser à Pluton. Où est-ce que Pluton est positionné dans le thème? Alors c'est sûr que par rapport à la naissance, c'est plus délicat et c'est plus important de mettre une limite sur notre manière d'interpréter le positionnement de Pluton, parce que Pluton, il faut vous rappeler qu'en fonction de la constellation, donc si par exemple il est en constellation du Scorpion, on sait qu'il était dans un transit d'à peu près 12 ans, donc ça veut dire que c'est une génération assez courte, et ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un Pluton en Scorpion ne veulent pas s'incarner, non, pas du tout. Donc c'est pour ça que Pluton est intéressant à utiliser,
Mais voilà, c'est pas l'élément le plus intéressant parce que c'est pas le mot. Enfin, il est important, il est intéressant, il est révélateur de beaucoup de choses, comme toujours, je dis Pluton, il est révélateur justement des fractales que l'on vient incarner, mais il n'est pas non plus significatif parce qu'il concerne une génération. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus, ce sont les placements en Lune, les placements des astéroïdes, les placements de Mars, de Mercure, de tout ce qui est court, mais aussi du mouvement des constellations avant et après la naissance, parce que si on choisit de naître à un tel moment, c'est parce qu'on a bien conscience que c'est ce qu'on veut vivre en fait. Enfin, en tout cas, si on part du fait qu'on a choisi de venir s'incarner, si on part du fait qu'on n'a pas choisi venir de s'incarner, je fais partie des personnes qui pensent que nous venons nous incarner parfois par hasard. C'est un bug du système. Il y a eu un bug. Non, on n'est pas tous venus ici parce qu'on était volontaires et on est peut-être même venus genre paquet surprise, c'était pas prévu. D'ailleurs, ça se voit dans les naissances. Donc ça, c'est l'élément par exemple uranusien, l'élément verso. Pour moi, il y a l'élément vortex. Donc alors à la fois la part de fortune et le vertex qui va nous permettre de voir s'il y a un effet surprise en fait dans la naissance. Est-ce que voilà, on est venu justement un petit peu créer de l'instabilité, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire que le hasard, créer des choses qui ne sont pas prévues, faire émerger des esprits de créativité, de création, surprendre l'univers, surprendre Dieu, surprendre la source, ça fait partie aussi du job. Donc ça va être aussi une manière d'interpréter. Alors pour moi, l'autre élément qui est très très fort, que je regarde quasiment constamment, c'est la Vesta. Et où est-ce qu'elle est placée en fonction de la Lune, de l'ascendant, du Soleil et du Juno, en fonction du mariage des parents. Et en fait, ça va permettre aussi de savoir si la naissance est voulue, pas voulue par les parents, voulue ou pas voulue par la personne, douloureuse ou pas douloureuse. Je peux vous dire que dès qu'on regarde une Vesta avec certains placements, on sait qu'il y a eu césarienne, on sait qu'il y a eu trauma, enfin voilà. Donc ce sont des éléments qui vont nous permettre là aussi d'interpréter cette volonté à vouloir venir sur Terre. Après, bien sûr, le placement en Soleil, bah oui, et oui, votre signe majoritaire vous parle d'une certaine relation à vouloir s'incarner sur Terre ou pas. Et oui, et bah d'ailleurs le bélier, il aime bien s'incarner en fait, parce que c'est le premier signe, c'est Prométhée, il porte le feu, donc normalement les placements en bélier nous parlent quand même d'une volonté à s'incarner. La balance aussi nous parle d'une volonté à s'incarner, parce qu'elle, elle dit « Ouais, moi je veux venir faire la fête et rencontrer plein de monde !» Donc elle peut. Par contre, c'est difficile pour elle peut-être de s'incarner parce que elle sait jamais qui elle est, un peu comme le Gémeaux. Bref, donc là encore, en fonction du placement Soleil et du rapport alors avec les trois majeurs, donc le Soleil, l'ascendant, la Lune, on peut aussi savoir si vous êtes venu ou pas venu volontairement. Et à partir de là, ça va permettre de comprendre. En fait, tout l'objectif, c'est juste de comprendre. Non pas si vous êtes là ou pas vous là, genre en mode Calimero, vous êtes victime de votre incarnation, si on en est là, ça sert à rien de venir. C'est plus de comprendre des croyances limitantes et des choses que vous avez peut-être entendues dans votre enfance qui vous ont fait croire que vous n'avez pas voulu venir sur Terre. Et donc, on va déconstruire ça pour justement, voilà, on est quand même venu pour une raison sur Terre, même si c'est un fruit du hasard, un fruit, voilà, c'est la tarte tatin qui tombe par terre et qui devient donc une tarte tatin. Mais c'est magnifique une tarte tatin. Donc ça va être ça qui va permettre de le comprendre. Alors bien sûr, un autre élément, là je le dis en y pensant, c'est aussi tous les placements Neptune, le rapport, l'énergie neptunienne et poissonneuse de votre thème qui va permettre aussi d'évaluer votre rapport à la naissance. Allez, je vais répondre maintenant à la deuxième question de pourquoi on vient sur Terre. Pourquoi on vient sur Terre selon l'astrologie? L'astrologie nous explique pourquoi on vient sur Terre et nous donne une clé très forte sur notre chemin d'évolution avec deux grands indicateurs. Le premier, c'est le nœud nord, et en ce moment, il vient de changer de constellation, et pas des moindres. Il vient de passer donc du poisson, où nous étions sur un nœud nord assez confus et rêveur, et nous allons sur un Verseau, qui est un signe visionnaire, qui veut changer le monde et qui veut agir sur la communauté. C'est dire. Le deuxième élément qui permet de savoir pourquoi on est venu sur Terre, donc on a parlé du nœud nord et donc du nœud sud, donc les leçons karmiques et les leçons de magnétisme, vers quoi on va évoluer, et ça va faire en fait miroir avec l'autre grand enseignant, on va dire karmique,
de notre roue astrale, c'est Saturne. Donc le placement de Saturne et l'énergie saturnienne d'un thème astral va nous permettre aussi de savoir qu'est-ce qu'on vient apprendre. Parce qu'en fait, la réponse en astrologie à pourquoi on vient sur Terre, c'est vous venez apprendre. Vous venez apprendre, vous venez dans une école qui s'appelle le système solaire et chaque planète, chaque astéroïde est votre maître, votre enseignant. Donc vous avez plusieurs écoles, plusieurs universités, une neptunienne, une mercurienne, une vénusienne, une terrienne, quand même la plus importante a priori, mais on a tendance justement à oublier qu'on est venu apprendre des choses sur Terre. On a tendance à beaucoup regarder à l'extérieur plutôt que de regarder à l'intérieur. Et si on a tout le bénéfice, l'ensemble de ces grands enseignants qui sont venus pour notre classe, c'est justement pour pouvoir nous positionner comment on est né, donc à quel moment on est né dans la classe, quelle couleur avait la classe quand on est né, quels étaient les profs les plus proches de nous. Si on imagine la classe avec 12 couleurs, on a choisi en fait un clan, on a mis une couleur, on est Verseau, on est bleu, on est Lion, on est rouge, on est Cancer, on est rose pastel, bleu pastel. Bref, donc déjà on a pris une position dans la classe. Et ensuite, quand on est, positionnez-vous aussi comme ça en disant le maître qui va le plus m'inspirer, qui va avoir le plus d'influence pour moi, va être dans ma même maison que moi et donc va être la même couleur que moi. Et donc il va être en soleil, mais soleil cancer, par exemple, si je suis née en cancer. Donc c'est comment se poser. Donc le soleil va forcément être déjà dans ma zone de couleur. La question c'est de se dire comment vont être. Et donc ça veut dire que le soleil me donne est de la même couleur que moi. Donc il m'aide à rayonner sur ma propre couleur. Et ensuite, on va avoir par exemple Jupiter, qu'on va mettre en orange, rouge, carmillon. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est proche de moi? Est-ce que la Lune, donc ma maman, et c'est pas que ma maman, la Lune, c'est aussi ma femme, c'est aussi mon énergie féminine, c'est aussi mes émotions, c'est aussi mes cycles, donc mes humeurs, ce que je traverse. Est-ce qu'elle est proche ou est-ce qu'elle est loin de moi? Est-ce qu'elle est en opposition avec mon soleil? Est-ce qu'elle est alors là, pour le coup, en conjonction avec mon soleil, ça veut dire qu'a priori, je suis née pendant une nouvelle lune. Donc, on va regarder, en fait, ce positionnement de qui vous êtes par rapport à l'ensemble des enseignants. Et bien sûr, tout au long de votre vie, vous allez aller plus vite vers certains enseignants. Donc, en général, on va très vite vers le soleil parce qu'il est là, même si, par exemple, on est né en dernier degré, que le soleil était à un autre coin. Enfin bon, bref, on peut poser... Alors non, ce serait par rapport au cancer. Donc, la manière dont il nous éclaire sur notre bleu pastel, si je reprends l'image du cancer. Donc, on va vraiment apprendre en fonction des étapes de vie, les enseignements de ces grands maîtres qui sont dans notre classe, par étapes. Et on va aller changer de couleur, parce qu'en fait, on s'aperçoit, d'ailleurs très vite, si, par exemple, quand je reviens sur l'exemple de... On est au premier décan cancer, très vite, on va rester nous bleu pastel, mais on va avoir des copains qui vont arriver, qui eux sont rouges, en plus avec un côté crinière, ils veulent prendre de la place, et puis maman peut-être qu'ils la détruisent, eux. Bref, on passe en lion. Donc ça bouge, très vite notre enseignement bouge, et nos enseignants bougent, et donc on va aller voir ces enseignants au fur et à mesure de notre conscience. Et tout le thème astral, et donc le positionnement d'une nord et d'une sud, le positionnement de Saturne va nous aider à comprendre ce que l'on vient apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on nous dit pourquoi vous êtes là, mais on va dire qu'est-ce que tu viens apprendre. Et en fait, en fonction déjà de ces deux placements, puis l'interprétation bien sûr du thème, alors le soleil, on en revient sur qu'est-ce qu'on vient faire en soleil, notre ascendant, qu'est-ce qu'on vient faire avec l'ascendant, mais du coup notre descendant et notre milieu ciel, c'est très important pour comprendre, entre guillemets, la mission de quelqu'un. Et ce serait plutôt votre appétence à exercer certains métiers. Et donc, c'est sûr que pour moi, avant, quand on lisait les thèmes astro des personnes, quand on racontait l'histoire, alors peut-être pas à un enfant tout petit, moi, il y a pas mal de personnes qui me demandent de lire le thème astral d'un enfant quand ils sont bébés. Je leur dis toujours, attention, je ne vais dire que quelques éléments assez généraux, déjà parce que même globalement, le thème astral est très pur. Et surtout, je ne vais pas commencer à prédéterminer des choses. Je vais vous donner des éléments importants de compréhension du calibrage énergétique de votre enfant sans le prédestiner. Parce que là, c'est me donner un pouvoir très fort. Mais pour autant, c'est la limite et tout l'art de l'astrologie, donc de raconter une histoire qui ouvre suffisamment de portes, mais en même temps
qui guide et oriente l'énergie pour éviter d'aller dans des endroits où on n'a pas envie que la personne qui naisse aille. Si je reprends mon exemple de mon cancer, alors je ne dis pas que ça va concerner tous les cancers, mais si par exemple vous avez un cancer avec un fort thème lunaire, donc une très très forte, enfin très, voilà, un indicateur très fort en lune, un indicateur très fort de votre nœud nord, nœud sud, qui n'est pas forcément un cancer, mais qui va parler d'émotion, qui va parler de rapport au lien, de rapport à l'autre, je vais vous déconseiller d'être dans un laboratoire ou même d'être ingénieur. On va se dire que cette personne-là, elle est plutôt faite pour aller dans la psychologie, dans le fait de raconter dans l'histoire, dans l'enseignement. En fait, le pourquoi on est là, on me pose la question de c'est quoi ma mission d'âme, hein, c'est une grande question ça aussi qu'on a souvent quand on fait de la spiritualité, quand on fait voilà, de la lecture de l'invisible. Je dis déjà vous n'êtes pas là pour une raison, vous êtes là certainement pour plusieurs. Et en fait, il faut comprendre que vous allez pouvoir accéder aux plusieurs déjà dans un axe tracé, parce que on en revient sur même les étoiles suivent un agenda. Je vais dire les étoiles, elles suivent voilà, il y a quelque chose de paramétré, chronométré. Je suis très saturnienne en disant ça, mais c'est vrai. Après, voilà, il y a des éléments de surprise, il y a des trous noirs, il y a des surgissements, il y a des étoiles filantes, il y a des choses qui nous permettent de nous parler d'une certaine instabilité du rapport au temps et surtout d'autres manières de voir le temps. Ça, c'est l'enseignement de Uranus. Et puis, nous, ce que nous avons découvert au fur et à mesure en tant qu'être humain, de l'astrologie. Donc, on a découvert, par exemple, Uranus, Neptune et Pluton plus tard, parce qu'on n'avait pas forcément la capacité à les voir dans le ciel. Donc, c'est de comprendre que déjà nos connaissances augmentent avec la conscience de l'humanité et que les effets surprises aujourd'hui existent. Peut-être qu'en réalité, ils n'existent pas parce que justement la conscience nous... Voilà. Mais nous, en tant qu'être humain, on va prendre cet élément d'interprétation pour dire, voilà, vous avez un pourquoi. Vous avez plusieurs pourquoi qui expliquent votre chemin. Et il y a des éléments qui vont faire que si vous n'avez pas compris ça, vous ne passerez pas au prochain. C'est comme ça. Tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous ne changez pas de niveau. Voilà pourquoi on a des niveaux dans les classes. Et ensuite, il y a des éléments, on ne peut pas le voir parce que c'est surprise, parce que c'est craché. Et ça veut dire que le pourquoi, parfois quand je dis c'est pourquoi, c'est quoi ma mission d'âme, ta mission d'âme, tu n'es pas censé la connaître. Tu es censé la vivre, l'acquérir. Voilà. Donc, toi, ta mission d'âme, tu es censé la connaître. Est-ce que tu te sens OK? Ça, c'est l'autre enjeu de la mission d'âme. C'est de dire, ah, OK, franchement, vous voyez, on vous dit, ouais, tu es censé devenir Nelson Mandela, Gandhi, Mère Teresa. Vous vous sentez apte, vous? Voilà, je dis, waouh, c'est quand même... c'est chaud, quoi. C'est chaud bouillant. Mais je vais vous le dire aussi d'une autre manière. Vous vous sentez devenir, je sais pas comment il s'appelle, j'arrive pas à le dire parce que ça me met en émotion. Là, je pense au pompier qui a provoqué l'incendie à Fontainebleau. Vous avez envie d'être ça? Vous avez envie d'être... J'arrête pas d'entendre close, close, close. Je sais que c'est un agresseur, mais je sais plus qui c'est. Bon, c'est pas grave, vous me le direz. Celle qui s'est fait violer par son mari à maintes reprises, par des... Est-ce que vous avez envie, un film, moi, libanais, qui m'a profondément marqué, d'être le fils qui devient le violeur de la mère? Et en fait, alors bien, j'ignore... Tiens, c'est marrant ce que je veux dire, parce que j'ignore si ce type de personnalité pourrait venir voir un astrologue. En fait, la réalité, c'est que, puisque j'ai déjà eu un des plus grands cocaïnomanes distributeurs de coke de Tahiti qui était en prison quand il m'a consulté. Et donc oui, il a peut-être eu un réveil de sa conscience parce qu'il s'est aperçu qu'il avait un enfant. Et donc là, tout d'un coup, il s'est posé des questions sur qui il est. Voilà. Pourquoi on vient? Donc la question est pourquoi on vient et pourquoi certaines incarnent le mal. Est-ce que c'est un défaut de circuit? Est-ce qu'il y a eu un problème ou est-ce qu'ils sont venus le faire? Je laisse ouvert, je n'ai pas de réponse, c'est pas à moi de répondre là-dessus. On va parler maintenant de la 4e méthode qui est de comprendre pourquoi on est venu et pourquoi, surtout, on a l'impression de ne pas vouloir être venu sur Terre. Pourquoi a-t-on l'impression parfois de ne pas vouloir être sur Terre, de ne pas vouloir être venu sur Terre? Parce qu'en fait, on a des mémoires, alors soit elles nous appartiennent, elles viennent du moment où l'on est né,
elles viennent de ce que l'on a pu vivre au cours de notre vie, ou elles viennent aussi de personnes que l'on n'a peut-être jamais connues, ou de personnes que l'on a connues comme nos grands-parents, mais aussi par exemple nos arrière-grands-parents. Donc ça, ce sont des mémoires traumatiques qui influencent notre désir de vie. L'ensemble des mémoires traumatiques qui viennent à l'intérieur de nous et qui vont avoir cet aspect dépressif, dévalateur de nous-mêmes, qui va nous donner cette pulsion de mort, elles vont être localisées. Chez les femmes, c'est localisé dans l'utérus, c'est facile à identifier et c'est entre guillemets facile à travailler parce que l'on sait où c'est, mais c'est compliqué parce qu'en fait ça porte les mémoires de la planète, l'utérus féminin, donc il y a toute la planète, donc ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de boulot en fonction de la conscience, donc la question c'est à quel point on dit oui ou non. Et l'homme, en fait, c'est là où lui, c'est plus compliqué, parce que ça peut être dans plusieurs zones à la fois ou dans une seule zone. Donc ça peut être dans son bassin, son pubis, mais ça peut être aussi beaucoup dans son cou, sa tête, ses épaules. Et parfois, je l'ai déjà vu, mais c'est assez mineur, dans les pieds et les chevilles. En fait, c'est les axes de pouvoir pour l'homme. Donc, c'est-à-dire le bassin, bon, ça va être miroir à la femme, donc le zone de la sensualité, la sexualité, le fait d'avoir voilà, cette puissance de vie et de création. L'homme est souvent un homme qui est beaucoup plus un être humain, voilà, grand H, qui est beaucoup plus dans le mental, la projection, la séparation que l'être féminin. Et donc, il va porter aussi, alors lui, des mémoires d'humanité au sens terrestre, physique, et donc va porter les mémoires de manière beaucoup plus forte qu'une femme, notamment sur la famille, alors qu'une femme, elle va porter le monde. Voilà, ça va être la différence. Ça veut dire que ce qui explique que les deux polarités travaillent à deux niveaux différents. Ça veut dire que ça peut être très très lourd aussi pour un homme, donc c'est pour ça qu'on va le retrouver dans son mental, son cou, ses épaules. Et après, une grosse force de l'homme, c'est de contribuer donc à la chasse, à l'alimentation. Bien sûr, je vous parle d'un temps qui nous paraît révolu, mais sauf qui nous a orientés pendant des millénaires et des millénaires en tant qu'être vivant. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il va avoir des mémoires, notamment dans le fait de cultiver la terre, donc d'être vivant sur terre, ce qui explique qu'il peut avoir des mémoires voilà, dans les pieds, dans les chevilles, éventuellement dans les mains. Enfin, souvent, quand il y a dans les pieds, il y a dans les mains, mais voilà, comme c'est quelque chose que je n'ai pas encore beaucoup vu, je ne peux pas en faire une généralité, mais je l'ai vu, donc je me dis que c'est important d'en parler. Ce qui est aussi fort à dire, c'est que toutes ces mémoires, ça fait partie des histoires qu'on se raconte, mais c'est aussi des histoires que l'on ne connaît pas, qui sont transmises du fait des secrets de famille. Donc là, on est sur l'intergénérationnel, qui parfois, voilà, on a l'impression de porter des trucs qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. En fait, il suffit de se dire que c'est un arrière-arrière-arrière-grand-parent dont on n'a pas l'histoire, parce que tout le monde n'a pas l'histoire de ses parents, alors ses parents quand même, si j'espère, pas tous, mais quand même globalement, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, arrière-grands-parents. Ça dépend on va dire, du quotient généalogique dans la famille. Donc là, tout simplement, vous avez déjà des mémoires, vous ne savez pas d'où elles viennent, mais vous savez qu'elles vous marquent. Donc la technique pour aller chercher ces mémoires et voir ce qu'elles peuvent vous dire, bon déjà, il faut couper avec l'aspect vérité. Même si je conseille énormément de faire un travail généalogique à ce moment-là de la thérapie. Et donc je pousse à aller chercher la vérité. Mais il y a un moment, on va atteindre un plafond, on ne pourra pas avoir accès à la vérité par des documents. Donc c'est à ce moment-là où on dit, ok, maintenant on arrête avec la vérité. Et là, on se connecte par le travail énergétique invisible et on raconte des histoires. Et les histoires vont donc être des histoires qui vont être à la fois parler de karmique, donc une histoire qu'on se raconte, quelque chose une croyance limitante dont on pense qu'elle pèse sur nous, du coup qu'on va associer à des personnages, à une période, qu'elle soit médiévale, Renaissance, Égypte, que sais-je. Ça va rentrer dans notre mémoire cellulaire. Et ensuite, il y a juste l'aspect physique du trauma. Vous avez un arrière-arrière-grand-parent qui est mort dans un camp, qui est mort violé, qui est mort lapidé, ça va rentrer en fait dans votre corps. Et donc ça, c'est la technique du rebirth, donc le fait de revivre la naissance, mais pas forcément que la vôtre. En général, ça veut dire que vous avez déjà fait un travail sur votre propre naissance. Ça va être de vivre la renaissance des mémoires qui ne vous appartiennent pas
pour y poser une histoire, pour y poser une conscience et couper. Par contre, il y a un moment où il faut couper parce que les explorateurs de conscience et d'invisible qui, voilà, je pense à plusieurs personnes, à un moment, j'aurais dit, moi j'arrête avec toi parce qu'en fait, tu deviens consommateur de mémoire, tu deviens consommateur de vie antérieure. Tu veux, entre guillemets, nettoyer toute la planète Terre de ses mémoires. Et c'est très très noble, mais voilà, en général, on peut aussi voir si ça fait partie, entre guillemets, de la mission de la personne. Ça va être ses placements en vierge. C'est une manière de le voir. Mais je suis assez persuadée qu'on est venu vivre quand même des choses sur Terre pour être soi et pas que les mémoires qui nous incarnent. Donc ce travail-là va permettre d'alléger, nettoyer, de couper et de prendre des décisions. Et on a un petit chat qui vient. Oh, je vous en prie. Oh. Voilà, ça a été coupé par le chat. Est-ce que je suis venue m'incarner sur Terre avec désir, plaisir, envie ou avec contrainte, patte lourde et soumission? Un des outils qui nous permet de le voir, de le détecter, c'est déjà le rapport linéaire à la vie et donc les techniques d'auto-sabotage, les techniques de créativité, la capacité à investir des loisirs créatifs et enfin, je regarde mes notes, ah oui, l'enfant intérieur, notre rapport à ce qui nous illumine dans notre âme. Un des grands questionnements sur est-ce que je suis venue m'incarner volontairement, pas volontairement, est formulé par la question suivante, c'est pourquoi est-ce que je m'autodétruis? Pourquoi est-ce que j'ai tendance à, par exemple, acheter des choses précieuses et les perdre? Donc à m'investir dans le matériel pour très vite le désincarner, me faire voler. Donc vivre des cambriolages, des vols, une substitution de ce que j'ai acquis par mon travail ou par mon héritage ou par ma création, c'est-à-dire mon envie. Je m'offre tel collier, alors je bug parce qu'en fait on me l'a offert. Mais si je le perds, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, la relation d'amour qui a été portée par ce collier? Et tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Tout ça, c'est de la mort de ce que l'on a mis en essence. Et en fait, il y a une part qui est normale. Pour moi, alors c'est une épreuve, mais c'est pas une épreuve, hein, mais je vais quand même poser ce mot-là, parce qu'il y a épreuve et épreuve. Et pour moi, ça a été une épreuve, et ça a été quelque chose qui m'a rendue mais très triste, profondément triste. C'est j'ai reçu en gourmette la chevalière de mon père qui un jour est tombée. Et je ne sais pas où. Et je ne l'ai pas retrouvée. Et en fait, j'ai su à ce jour-là que ça allait aider mon père dans sa propre démarche à lui, notamment vis-à-vis de la maladie. Je me suis dit, mais pourquoi on me l'a substitué? Pourquoi la chaîne s'est rompue sans que je le voie, sans que je m'en aperçoive? Parce que cet objet ne m'appartenait pas et parce que j'ai fait rupture énergétique au moment où j'ai perdu cet objet. Donc c'est vrai que les épisodes, notamment dans la relation à l'objet, de vol, le cambriolage, on nous prend quelque chose, c'est une manière de nous faire détruire, de nous faire couper quelque chose qui est important. On va avoir l'impression que c'est de l'auto-sabotage, mais c'est là où l'auto-sabotage devient la construction de quelque chose d'après. Donc la relation à la destruction, à l'autodestruction, au fait de se détruire, c'est un appel à vouloir être quelque chose de nouveau, répondre en fait à une part de nous qui veut être nouvelle, et c'est de s'empêcher de laisser cette part nouvelle. Donc les événements vont nous pousser à le faire, et c'est toute notre capacité à renaître qui va être en question. Et donc pour pouvoir participer, quand j'ai reçu par exemple des personnes qui avaient envie de quitter notre monde, surtout des jeunes adolescents, souvent une technique que je pense beaucoup de thérapeutes font, c'est on va les pousser vers quelque chose de créatif. Le dessin, la conception de vidéos, le fait d'aller marcher dans la nature, le fait de juste cuisiner ensemble, revenir à la créativité. Et en fait, l'acte de naissance de pourquoi on vient sur Terre et comment on est venu sur Terre avec envie ou pas envie,
Bah, c'est même pas la question en fait. Donc c'est le moment où je vous dis que toute la vidéo ne sert entre guillemets à rien. Bien sûr qu'elle sert pas à rien parce qu'elle est là pour expliquer des choses que l'on traverse. Mais il y a un moment, naître au monde, c'est une décision. Être au monde est une décision. Et donc c'est une décision de création, de créativité. Et c'est là où la saison actuelle, donc est une saison en Lion, nous fait revivre cette part créative qui est en nous et donc nous reconnecte à cet enfant intérieur, à ce pourquoi on est effectivement venu vivre sur Terre, à notre nature profonde solaire. Le lion, maison 5, donc maison du changement, on revient sur les Bourbeaux, le 5, pourquoi il est important, 5, nous enseigne véritablement à remettre de la création. Parce qu'en fait, la vie, c'est ça, c'est avoir constamment plusieurs vies. Donc, c'est mourir plusieurs fois et renaître plusieurs fois. Et c'est forcément vivre des cycles, même si, par exemple, le 8 est magnifique. Mais le 8, alors je le fais comme ça. Est-ce que je peux le faire autrement? Oui, voilà. Ouais, non, mais ça fait pareil. Ouais, mon cerveau bug. Parce qu'en fait, je vais vous montrer qu'on a ça. Voilà. Ah oui, ça y est. Ah, j'ai réussi. Vie est mort. La descente. Donc, traverser cette descente. Et donc, la naissance est une descente. On descend. On descend peut-être de là-haut, mais peut-être qu'on remonte. Peut-être qu'on vient d'en bas et on remonte. Et là, on se dit, ouais, je suis trop contente de venir sur Terre, je remonte. Et puis, boum, on prend cher. Alors là, on n'a plus envie de venir sur Terre. On n'a pas envie de venir sur Terre. Je suis née dans une super famille. Voilà la réponse. C'est fait partie du cycle. Je préfère aujourd'hui, quand je travaille sur cette notion de est-ce que je suis venue volontairement sur Terre, pourquoi je suis là, travailler sur toutes les histoires, les morceaux d'histoire, les fractales, pour revenir sur ce mot, les pièces de l'étoile qui vont raconter une histoire lumineuse, qui vont permettre de s'élever. Aujourd'hui, une amie récemment m'a dit « L'IA nous tire vers le bas ». Je trouve que c'est une des meilleures phrases que j'ai entendues ce mois-ci. Et je dirais, l'énergie, les savoirs sacrés nous tirent vers le haut. Et c'est une réalité. Pourtant, ils nous demandent de traverser des choses qui sont difficiles. Les savoirs sacrés, c'est vraiment aller dans l'ombre, c'est de comprendre l'ombre, d'aller dans les couloirs d'Hadès, je dis toujours, c'est d'accepter de regarder que oui, peut-être on n'a pas voulu naître, et donc ce qui explique qu'on est né dans des conditions terribles. Mais on est toujours là. Donc c'est vraiment de comprendre que la vie nous appelle et que la vie appelle la vie. Et donc de poser une histoire en conscience, mais aussi en neutralité de ce qu'on a vécu pendant notre naissance, c'est une manière, entre guillemets, de poser des faits, mais c'est aussi de faire un choix. Et j'ai envie de dire, faire le choix de rire, sourire et de naître au monde. Allez, je termine cette vidéo avec le chat qui s'est endormi à côté. J'avais promis de vous expliquer alors très rapidement mon histoire. Alors, je nais après une fausse couche, donc je suis conçue avec un semblant de jumeaux inconscient puisque ma mère et mon père me conçoivent 2-3 mois après la fausse couche. Donc ça c'est un aspect. Il y a du jumeau et mon père est un faux jumeau dans sa famille. Donc une fille et un garçon, ma tante et mon papa. Je nais, au bout de 3 mois, ma mère, qui a donc perdu ce bébé à cause d'un accident, provoque ce qui est complètement normal, une envie de rester à l'hôpital. Et donc je et elle tombent malades, c'est-à-dire qu'on provoque une maladie qui fait que je peux sortir à n'importe quel moment. Donc elle va passer 5 mois à l'hôpital, ce qui en termes énergétiques est très intéressant, puisque l'hôpital c'est quand même les morts vivants. Les médicaments aussi. Et donc, je vais naître en urgence par césarienne parce que ma mère a fait un syndrome de prééclampsie. Pendant longtemps, on va me dire que je suis un poison. Et donc, clairement, quand on analyse comme ça ce qui se passe à ma naissance, on se dit que j'ai pas envie de venir. Et pourtant, j'ai un aspect de survivante, puisque je reste et je maintiens ma vie, même si il y a quand même pas mal de dangers sur ma vie. Et je parlais aussi de la notion de qu'est-ce qui se passe dans les 18 premiers mois de vie. Donc ça, je vous renvoie aussi aux travaux de Boris Cyrulnik là-dessus. C'est très intéressant tout ce qu'il dit, toutes les études qu'il a faites. À 14 mois, je perds mon grand-père d'une phlébite, donc d'une mort violente, rapide,
alors que c'est lui qui me garde depuis 3 mois. Donc c'est aussi une manière de se dire, le rapport à la mort est très fort, le rapport à l'abandon, le rejet est très fort, et le rapport à la résilience aussi est très fort. Donc moi, si on me dit, bah alors, est-ce que tu es venu, est-ce que tu es pompier volontaire, toi, ou est-ce que tu es pompier désigné? Je crois que je suis plutôt pompier qui veut pas venir, moi. C'est pas être là. C'est pas cool la Terre. J'ai pas envie. Pourtant, quand on regarde mon thème astral, on voit une âme qui s'est incarnée mais tellement de fois sur Terre et à qui on demande de comprendre la leçon sur Terre pour aller faire plein de choses ailleurs parce qu'elle a plein de choses à apporter ailleurs. Mais je veux rester sur Terre, je veux rester sur Terre, je veux pas aller ailleurs. Alors qu'a priori, il est temps que j'aille ailleurs. Donc moi, en gros, je kiffe la vie sur Terre. Et j'ai eu beaucoup de vie. Mais il est temps que j'aille ailleurs, mais je veux pas. Donc il y a plein de personnes qui me disent ouais, non, moi j'espère que c'est ma dernière incarnation. Moi, a priori, mon thème astral dit non, non, moi je kiffe être ici, on veut me foutre dehors pour aller dans d'autres planètes. Voilà, donc c'est assez drôle. Comme vous voyez, j'y mets beaucoup d'humour. Euh, J'espère avoir compris une des leçons karmiques que je suis venue à acquérir. Mais étant donné que on a un gros changement là sur les 2 mois derniers qui va apporter véritablement des clés. Allez, c'est bon, on va avoir là les éléments de clés. Bientôt, on a l'éclipse du 12, on a l'éclipse du 30 et on a une nouvelle énergie qui va être bien lourde au niveau de collectif. J'ai fait un rêve très fort au niveau de collectif. Je me suis posé la question quand j'avais dit il va y avoir quelque chose de dur de l'ordre du 11 septembre, voilà, pour notre collectif. Je me suis dit, est-ce que c'est les incendies de Gironde? Parce qu'on savait tous qu'il allait y avoir quelque chose de terrible en France, donc c'est terrible ce qui se passe, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est encore autre chose, vu le rêve que j'ai fait cette nuit. Après, voilà, on verra. Il y a de toute façon des choses terribles qui se passent dans le monde au quotidien. Ayons une pensée, bien sûr, pour les animaux surtout. Je pense aux humains, mais les animaux, c'est hélas les victimes de notre bêtise avant nous-mêmes. Alors qu'on devrait être les premières victimes de notre, enfin, en tout cas les premiers responsables de notre bêtise. Donc tous ces animaux qui voient leur maison vraiment brûler, et toutes les personnes qui bien sûr vivent les conflits, et notamment les conflits israéliens, libanais, palestiniens, le conflit en Ukraine, la Syrie, enfin voilà, toute la zone du croissant fertile qui est un croissant de feu depuis un certain temps. Voilà, donc je m'arrête là. C'est une manière aussi de placer pourquoi je suis venue sur Terre, peut-être justement pour voir clairement ce qui se passe dans l'invisible et le visible, mais aussi d'être capable de voir ce qui est dur dans notre monde et de rester ouais, en sourire et en amour, surtout quand on a un petit chat comme ça là à côté de ça. Je sais pas si on la voit. Allez. Trop chouchou. Voilà. Bon, sur ce, allez, on sépare. Comme ça, je remettrai la caméra. La phrase de conclusion. Alors, est-ce qu'on est venu s'incarner sur Terre, pompier volontaire ou appelé, désigné? La question, c'est comment on raconte, comment on se raconte l'histoire de notre naissance. Et même s'il y a peut-être des moments d'ombre, des moments difficiles, naître à la vie, c'est apporter la vie, c'est contribuer au vivant, c'est remplir la vie de vie. Donc, quelle que soit votre histoire de naissance, elle est là pour vous remplir de vie. Je fais une petite conclusion pour vous rappeler que si vous êtes encore là, déjà, je vous aime et je vous remercie. Et je vous remercie de vos commentaires, c'est hyper précieux, de vos likes, de vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné et que ce contenu résonne, j'ai l'intention de faire des choses un peu plus dans le sens de ces explications énergétiques. Ça réouvre mon cœur, comme on dit. Et donc n'hésitez pas à me donner des thèmes que vous auriez envie d'aborder. Je vais continuer à parler de qu'est-ce que c'est la naissance sous d'autres aspects pendant cette semaine, parce que je sens un fort appel, puisque nous sommes pour moi à un moment de naissance d'une nouvelle communauté et d'un nouveau siècle et cycle énergétique très fort, donc d'un nouveau corps énergétique.
Et donc, parler de naissance en ce moment, c'est une manière de choisir la naissance et d'y mettre de l'essence à cette naissance. J'adore ce mot. Sur ce, un grand merci encore d'être là. Si vous êtes là, c'est que vous avez vraiment tenu jusqu'au bout et que vous êtes vraiment plein d'amour. Le chat, lui, comme vous le savez, s'est endormi, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout une naissance essence. À bientôt sur cercledeprésence.com, sur Présence, le cercle de transmission des savoirs sacrés. Yes, j'ai réussi à en parler. Je progresse, non? Nana. Est-ce que j'ai choisi de venir sur Terre? Pour aborder cette question, on va... Spoiler. Ça, c'est pour le bonus track.